Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence dédiée au tri du logement lors du décès d'un proche ou d'un moins proche. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal Macias, je suis le gérant de l'entreprise Movadom Allié. Je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées et la vidéo a planté. Ah, Donc nous, je on te vais voit. remettre. Non, non, là, c'est les slides qui ont disparu de chez moi. Ah, mince. Euh, donc voilà, je fais de Pourtant, l'accompagnement. Pardon. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Je réalise également des conférences à destination des seniors sur l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à toutes nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Je serai votre hôte pour cette présentation, cette visioconférence présentée par Gwendoline Cotrez. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit outil de chat. J'y répondrai avec grand plaisir pendant la conférence ou alors j'interpellerai Gwendoline pour qu'elle puisse y répondre en direct. On se retrouve à la fin pour quelques questions. super, merci beaucoup Pascal. Merci à toi pour cette présentation et puis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet. Alors, en plus, c'est vrai que ce soit Pascal ou moi, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet sur lequel voilà, on travaille. Alors, Pascal travaille actuellement et puis moi, j'ai travaillé pendant 8 ans dessus. Donc, c'est vrai que c'est un sujet important pour nous deux. On a accompagné, voilà, beaucoup de personnes dans leur changement de domicile et aussi, dans le vidage soit de leur maison, soit dans la maison d'un proche et je pense que ce sujet, vous allez le voir, est assez, vraiment important. Alors Catherine, je vois que vous avez un mauvais son. Est-ce que certains pourraient me dire si le son est bon pour vous? Moi, c'est vrai que j'entendais très bien Pascal. Alors, est-ce que c'est un problème peut-être, Je te prends également très bien. tu m'entends très bien? Ouais, donc Catherine, peut-être, de voir si vous pouvez, vous déconnecter. C'est vrai que c'est ce qui marche, et se reconnecter. C'est la meilleure solution souvent ou alors, même d'éteindre l'ordinateur et de rallumer l'ordinateur, hein, ça marche très, très bien. Donc moi, de mon côté, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gwendoline Cotrez. J'organise des visioconférences chaque semaine gratuites pour les retraités. Donc on a différents thèmes qui sont en général voilà, des thématiques, alors bien sûr dédiées seniors et puis sur plein de choses. Donc en début de semaine, on a parlé d'adaptation du logement. Aujourd'hui, trier le logement d'un proche. Et puis vendredi, on parlera de vendre son bien. Donc voilà, il y a des thématiques qui sont assez liées en plus. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est gratuit pour tous, donc n'hésitez surtout pas sur movadom.eventbrite.com et puis n'hésitez pas aussi à en parler à vos proches. Je vois qu'on a une personne qui est connectée par téléphone, donc vous pouvez aussi être connecté avec vos téléphones fixes. Alors dans ces cas-là, vous nous entendrez, vous ne nous verrez pas, mais c'est déjà une bonne, 1re, façon, d'avoir des informations. Donc, voilà, on est ravis de vous avoir aujourd'hui, et on fait aussi des conférences dans les communes. Alors Pascal dans l'Allier et puis, moi plutôt en région parisienne, et j'ai coécrit un livre audio sur le déménagement senior qui s'appelle «Ça déménage chez les seniors». Donc n'hésitez pas à le retrouver sur notre site movadom.com. Et puis on va passer à notre sujet. Alors je vais prendre le contrôle de notre petite présentation. Hop. Hem, alors on va commencer par, il y a une écrivaine qui a, fait un ouvrage que je vais vous présenter, alors qui s'appelle, «Comment j'ai vidé la maison de mes parents». Donc on est vraiment dans le sujet. Donc si vous voulez aller plus loin dans ce sujet, c'est Lydia Flem. C'est un livre qui est aux éditions Point. C'est vraiment un livre sur ce sujet-là. Alors il n'est pas forcément hyper facile à lire. Moi je sais que j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Je ne l'ai pas lu complètement pour
pour l'instant, mais en tout cas, on m'en a dit énormément de bien, des personnes qui s'intéressaient au sujet, donc n'hésitez pas à le lire. En tout cas, je vais vous en lire un passage qui, je trouve, est particulièrement intéressant. L'héritage n'est pas un cadeau. Comment recevoir des choses que l'on ne nous vous a pas données? Comment vider la maison de ses parents sans liquider leur passé, le vôtre? Les premiers jours, je me persuadais que j'allais ranger et non pas vider la maison de mes parents. Il m'arriva plusieurs fois de prononcer un verbe pour l'autre. Combien sommes-nous à vivre sans en parler à personne, ce deuil qui nous ébranle? Comment oser raconter ce désordre des sentiments, ce méli-mélo de rage, d'oppression, de peine infinie, d'irréalité, de révolte, de remords et d'étranges libertés qui nous envahit? À qui avouer sans honte ou culpabilité ce tourbillon de passion? À tout âge, on devient orphelin. Et donc, ça a été écrit par Lydia Flem. C'est un extrait de son livre qui est Comment j'ai vidé la maison de mes parents. Et vraiment, dans son livre, elle explique cet aspect vraiment difficile qu'il y a à vider le logement de ses proches. Alors, nous, aujourd'hui, on fait une thématique sur vider le logement d'un proche parce que on va pas rester juste sur le vider la maison de ses parents. Mais c'est vrai que souvent, dans beaucoup de cas, vous allez être amené à vider le logement de vos parents et je pense que c'est vraiment important de pouvoir, travailler là-dessus, échanger, avoir de l'information sur ce sujet. Alors, avant de commencer, il y a bien sûr des questions à se poser. Alors, je vais peut-être d'ailleurs, vous poser quelques questions pour les personnes qui sont là. Est-ce que vous avez déjà eu à vider le logement d'un proche? Pour les personnes qui sont présentes? Et si c'est le cas, si vous l'acceptez, est-ce que c'était un parent, un ami, un conjoint peut-être? N'hésitez pas à nous le dire dans la conversation. OK, Marie-Thérèse, ça vous est pas encore arrivé. OK, très bien. Pour la personne qui est par téléphone, je crois que vous pouvez, il me semble, ouvrir votre micro peut-être en faisant le dièse 500 ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est possible. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à le faire pour nous dire ce qu'il en est de votre côté, si vous avez déjà vidé une maison. Ah Catherine, d'accord. Ah oui, en plus, vous avez, un décès, le deuil de votre papa très récent, OK et puis, vos parents en résidence senior. Ouais, donc vraiment, vous êtes en plein dedans. Donc, bah, bienvenue à vous. Je pense que vous allez vraiment pouvoir, je l'espère, avoir plein de réponses. Donc c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, hein, que vous puissiez, pour ceux qui sont dans la situation, récolter de l'information, pouvoir vous aider à passer ce pas, hein, qui n'est pas évident et puis pour ceux qui, se posent des questions, qui se disent: «Peut-être que ça m'arrivera un jour» ou «Peut-être que j'ai un proche qui est dans cette situation» et ben, n'hésitez pas aussi à prendre de l'info. Donc j'ai l'impression n'hésitez pas, hein, toujours à témoigner au fur et à mesure, hein, avec grand plaisir. Donc déjà, les éléments qui sont importants quand on vide le logement d'un proche, c'est de se poser la question: «Est-ce que la personne est locataire ou propriétaire?» Si la personne est locataire, on va pas avoir les mêmes obligations déjà, on va dire, là, on est vraiment dans la partie, organisationnelle, mais qui est très importante parce que vous allez le voir, ça change quand même pas mal de choses. Il faut déjà avertir, le propriétaire, donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire et alors soit vous décidez de garder le logement, ça c'est quelque chose qui est possible, mais en général ce n'est pas le cas. Donc si, la personne est décédée et n'utilise plus le logement, le loyer court quand même, hein, ça voilà, vous avez quand même à payer le loyer. Ça arrête le bail, mais ça n'arrête pas, les frais qui incombent. Donc il va falloir, d'une façon ou d'une autre, vider le logement et c'est vrai que ça peut être particulièrement complexe quand on est notamment en résidence senior, où on va avoir le loyer qui va courir de mois en mois. Il faut les vider parfois très vite. On a certaines mêmes résidences, alors là, c'est pour le cas des propriétaires. Moi, j'ai vu des situations où en résidence senior, vous êtes propriétaire et vous avez des charges très importantes dans l'immeuble. Donc on doit et payer les charges, et le temps que, enfin, payer les charges le temps qu'on n'a pas vidé le logement et vendu le logement. Dans le cas de la location, c'est un petit peu plus simple, il suffit, entre guillemets, de le vider. Attention aussi, si vous êtes locataire et ça, moi, ça a été des petits pièges des fois, à bien faire attention ce qu'il y avait dans le logement au départ. Parce qu'on a tendance parfois à vider un peu trop vite. Pascal, tu me confirmes, je te vois hocher la tête.
absolument. Des fois, il y a du mobilier qui est mis en place et les gens ont envie de partir avec. C'est ça, même électroménager, hein. Moi, j'ai déjà vu des frigos, des choses comme ça qui étaient intégrés. Enfin, ça dépend de Après, quand l'établissement. c'est intégré, c'est beaucoup plus facile, plus Ouais, difficile à enlever, mais souvent, dans la résidence avec laquelle je travaille pas mal, il y a une espèce de table bureau qui est là ouais. dans toutes les résidences, dans tous les appartements, et qui est assortie à la cuisine équipée. Et c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir l'évacuer aussi, Ouais, c'est ça. Oui, oui, on sans n'y pense savoir à qui pas. ça appartient en fait. Ouais, ouais. Après, ça peut être très compliqué quand on rend le logement et qu'à l'état des lieux, s'il manque des choses. Si vous êtes propriétaire, enfin si la personne était propriétaire, donc là, il va y avoir évidemment une succession auprès du notaire et il va falloir vider le logement et vendre le logement. Généralement, vous avez un petit peu plus de temps, hein, une vente, c'est quand même un petit peu plus long. Néanmoins, vider le logement va être nécessaire aussi parce que souvent, c'est des logements qui sont assez chargés. Alors, c'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de logements qui sont un peu chargés et donc la vente du logement, les visites vont être compliquées si vous avez un logement qui est rempli à craquer d'affaires. Donc, ce vidage, finalement, vous allez devoir le faire quand même relativement vite. Alors, plus ou moins vite selon la situation, notamment de la succession, hein. S'il y a des sous, par exemple, sur le compte et que ça permet de financer, ce sera peut-être un peu plus facile que sinon, ce sera à vous de financer ces loyers. Donc, ça peut être compliqué. Au niveau de la fratrie, alors là, on rentre dans vraiment ce dont on n'a pas forcément imaginé, en 1er lieu, mais moi j'ai vraiment, découvert des situations qui parfois étaient extrêmement conflictuelles, dans des fratries. Au moment du décès d'un parent, il peut y avoir vraiment la réactivation de vieilles rancœurs. Souvent, c'est, moi ce que j'ai souvent remarqué, c'est, «Ah bah, maman, c'est de s'occuper plus de toi, t'aimer plus». Donc pas mal de ressentis, d'impressions de l'enfance qui ressortent à ce moment-là et qui font que la personne, que ça va retomber en fait sur ce moment de vie et ça va être vraiment, la complexité, de ce débarras. Vous allez être, parfois avec des personnes alors qui vont bloquer, par exemple, toutes les situations. Moi, j'avais une dame où, sa sœur ne voulait pas aider pour vider le logement, mais par contre, elle bloquait sur, toute décision qu'il y avait à prendre. Donc vous voyez bien la situation et dans laquelle on peut se retrouver. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'échanger sur les souhaits de chacun, notamment sur ce que vous voulez garder, dans le logement. S'il y a des affaires qui sont importantes pour vous, qui vous rappellent la personne et qui sont quelque chose de vraiment sentimental, n'hésitez pas à en parler. Hem, on peut aussi décider de se partager les rôles, donc un qui fait par exemple l'administratif, l'autre qui gère les entreprises, pour essayer de faire en sorte que chacun ait son périmètre et ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Et puis communiquer, essayer d'apaiser les échanges. C'est un moment extrêmement dur. On a son deuil à gérer. Il y a plein de choses qui sont réactivées et qui reviennent à ce moment-là. Donc vraiment essayer d'apaiser au maximum les échanges. On va ensuite avoir cette, partie d'inventaire. Alors, n'oubliez pas que, les meubles qui sont dans le logement ont, une valeur. Donc il y a la vraie valeur et puis il y a la valeur fiscale, on va dire. Donc c'est un montant qui correspond à 5 du patrimoine et par exemple, si le logement dans lequel, qu'a votre parent, coûte, 400 000 € par exemple, on a 5 donc là, je vais me faire mon petit calcul, 400 000, hop, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont très forts en calcul mental, mais alors hop, si ma calculette veut bien, 400 000 fois 5 on est à 20 000 €. Donc, l'administration fiscale considérera, que, vos biens, valent enfin les biens, de ce proche décédé, valent 20 000 €. Donc au moment de son décès, vous allez être imposé sur ce montant de 20 000 €. Donc attention, si vous considérez que, ce montant est trop important et souvent
notamment pour ceux qui sont en région parisienne, les logements peuvent avoir des valeurs extrêmement importantes. Et dans le logement, pour avoir pour 20 000 € de mobilier, il faut vraiment avoir du mobilier de style très beau. C'est généralement pas le cas. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un inventaire. Donc, l'inventaire, c'est fait par un commissaire-priseur. Ça a un coût, hein, mais qui est de quelques centaines d'euros, donc qui est largement rentabilisé par rapport aux frais de succession. Et c'est nécessaire, je vous le dis, si le montant forfaitaire de 5 du patrimoine vous semble trop important. S'il y a un conflit aussi, comme ça, au moins, on remet tout à plat. On sait combien vaut chaque objet. Si, par exemple, pour vous, c'est très important de récupérer une petite commode, qu'on ne vienne pas vous dire un jour: «Ah bah oui, mais cette petite commode, moi, j'aurais voulu l'avoir, elle valait plus que ce que j'ai eu». Au moins, vous avez quelque chose qui est vraiment écrit noir sur blanc. Donc ça, c'est pas mal. Et ça peut être aussi si l'un des héritiers est mineur ou sous tutelle. Voilà, c'est les cas un petit peu particuliers. Toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur notaire.fr. C'est un site qui est très, très intéressant, où il y a plein d'infos, vraiment, par les notaires, hein, très précis. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce site. Alors, les différentes étapes pour trier ce logement maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les implications. Déjà, la première chose importante quand vous vous lancez dans ce projet, c'est de ne pas s'oublier. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes en deuil et que vous avez également, ce deuil à gérer, à traiter, à intégrer. Donc trier la maison, c'est quelque chose qui vient en plus finalement, hein, qui va être vraiment, un élément encore plus qui se rajoute à tout ça. Donc prenez vraiment du temps pour vous, ne vous oubliez pas. Malheureusement, souvent, on va être physiquement, c'est aussi assez difficile, hein, on va avoir tendance à s'oublier et parfois on peut se faire mal, on peut être vraiment même psychologiquement, hein, pas très bien pendant cette période. Donc on ne s'oublie pas, on prend du temps pour soi. On n'oublie pas aussi de faire estimer la valeur des objets. Il y a j'ai souvent vu des situations, en fait, dans la précipitation, sans le savoir, on allait passer à côté, d'éléments qui avaient de la valeur. Moi, j'avais une dame qui avait fait venir un commissaire-priseur, chez sa maman et en fait, alors c'était assez rigolo parce que cette dame avait, dans son appartement, des petits posters avec dessus, des petits fruits, vous voyez les posters IKEA qui coûtent, quelques euros et puis dans la cave, on a trouvé un très beau tableau, une peinture à l'huile et la commissaire-priseur me dit: «Ouh là, celui-là, je veux bien essayer de le vendre, je l'aime bien, il est vraiment joli» et elle l'a vendu 2 000 €. Donc vous voyez, on ne l'aurait pas fait passer dans la cave, on l'aurait jamais su. Nous, ce tableau, bon, bah, voilà, on l'aurait peut-être, donné, soit à un brocanteur, qui nous en aurait donné peut-être, quelques centaines d'euros et là, voilà, ça a été un petit peu différent. Faire estimer la valeur des objets, si vous voulez revendre certains objets, c'est gratuit. Autant quand vous faites un inventaire, c'est payant, mais là, quand c'est dans la situation où vous avez le souhait de le revendre, c'est gratuit. C'est réalisé par un commissaire-priseur. Les commissaires-priseurs le font en général sur photo ou se déplacent. On va le voir un petit peu après, mais cet aspect, faire estimer la valeur des choses est vraiment très importante. Par contre, on ne surestime pas non plus, hein. Vous aurez peut-être des choses où votre maman, votre papa vous avez dit: «Oh là là, cette lampe, elle était, très chère», et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait pas du tout et peut-être qu'un autre élément, dont ils n'avaient pas forcément idée a pris de la valeur. Il y a vraiment des modes, hein, en ce moment on est beaucoup sur les tableaux, les bijoux, les choses de collection. On est beaucoup moins sur les meubles par exemple, hein, attention avec ça. On fait attention aux débarrasseurs ou aux antiquaires qui vident le logement gratuitement. Alors, si vous n'avez rien, vous êtes sûr que vous n'avez rien de valeur, très bien. Moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait vider un logement gratuitement. C'est un travail énorme. Si la personne le fait gratuitement, attention. Moi, ça allume quand même des petites lumignons me disant: «Attention». Déjà, il faut être sûr que la personne, si elle jette des choses, le met en déchetterie et va pas, le mettre sur le bord de la route.
Donc attention avec ça, parce qu'après, c'est vous qui pouvez être embêté. Et puis deuxième chose, peut-être que la personne a repéré dans le lot quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et dans ces cas-là, vous allez vous retrouver à donner pas mal de choses. Et ça aurait peut-être plus intéressant de revendre une partie et de vider l'autre partie qui n'avait pas de valeur. Donc attention avec ça. Il faut vraiment être sûr de la personne. Voilà, le bouche à oreille fonctionne bien dans ces cas-là, mais vraiment attention avec ça. On essaye dans la mesure du possible, avant toute chose, avant de commencer à vider le logement, à se partager les affaires qu'on veut garder. Parce que vraiment, ce qui est très, très difficile, et je pense que ça, malheureusement, ça arrive assez souvent, c'est qu'on décide de vider parce qu'il faut aller très, très vite. Et puis après, vous avez une personne de la famille, de la fratrie qui vous dit, ah, j'aurais tellement voulu avoir, je sais pas, la broche de ta maman qui me rappelait de très bons souvenirs. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de demander à chacun, est-ce que vous voulez récupérer des photos, ça sera toujours ça de moins à vider. Et puis, ça fera plaisir. Et puis, vous savez, vous allez transmettre aussi des choses à ces personnes de ce proche que vous aimiez. Donc, vraiment, essayez de partager, de donner un maximum. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui permet de se rassurer dans ce projet. On essaye de ne pas trop garder, parce que là, je vous disais, donner au maximum et souvent on va se dire: «Bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas le temps de vider, je vais tout ramener chez moi». Ou alors j'ai un doute, les vêtements de maman, je sais pas quoi faire, j'y arrive pas, je ramène chez moi ou je prends un garde-meuble. Alors le garde-meuble, je vous le dis tout de suite, c'est un coût très important. C'est, à vie, hein, il y a des personnes qui pendant des dizaines d'années, payent, 100-200 € par mois pour garder les vêtements, les affaires de leurs parents. 100-200 € par mois, si on fait, sur, 1 an, on est à 1 200 €. Si on fait sur 10 ans, on est à 12 000 €. Vous imaginez tout ce que vous auriez pu acheter avec ça. Donc vraiment, ne vous encombrez pas. Évidemment, il ne faut pas, jeter des choses qui sont importantes pour vous, mais on essaye dans la mesure du possible de ne garder que l'essentiel, voilà. C'est vraiment, important. Alors, le piège, hein, et ce qui va vous arriver, ça va être, que vous allez être parfois submergé par les souvenirs. Alors là, j'ai mis l'exemple des photos, hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, difficile, à gérer parce que contrairement à, nous en tant que professionnels, quand on va vider le logement, d'une personne, on va pouvoir être, interpellé par certains objets, ça va peut-être, nous rappeler des choses, hein, nous remémorer des choses ou, on va trouver des choses jolies. Mais par contre, on n'aura pas cet aspect souvenir, qui peuvent être des bons ou des moins bons d'ailleurs, hein, va pouvoir nous remonter, sur à des moments, plus ou moins choisis et qui va être très fatigant parfois, hein. Vous allez vous retrouver au milieu d'un tri et ça peut être, assez délicat. Ensuite, il va vraiment falloir, faire des tas. Alors ça, pour ceux qui ont participé à mes conférences sur le tri, vous le savez. Moi, j'aime bien vraiment cette idée de, séparer les éléments selon ce qu'on veut vendre. Donc là, c'est les choses où vous savez, que ça a une valeur marchande et que ça va pouvoir vous permettre de récupérer un petit peu de sous. Il y a les choses qu'on va donner parce que là, ça n'a pas de valeur marchande, mais par contre, ça peut toujours servir à quelqu'un, donc on peut le donner. Et puis il y a les choses qu'on va jeter. Là, dans les maisons, vous allez peut-être avoir, les vieilles planches, les vieux cartons, les électroménagers cassés. Il peut y avoir plein, plein de choses dans un logement qui ont été gardées. Surtout, plus le logement est grand, plus vous allez trouver des surprises et plus la personne est restée longtemps dans le logement, plus vous allez avoir vraiment, des situations, diverses et variées et parfois très étonnantes. Donc on essaye de séparer. Ça peut être de faire une pièce. Moi, j'ai déjà fait avec des personnes que j'accompagnais, une pièce pour chaque type d'objet. Donc même une pièce alors si c'est très grand, si en termes de fratrie, chacun se prend une chambre où il met les affaires qu'il veut garder et puis après on met d'un côté, les choses à vendre, les choses à donner, les choses à jeter.
Et comme ça, on s'y retrouve et c'est beaucoup plus facile après pour travailler et pour faire venir les différents prestataires qu'on va voir et qui, font partie prenante du projet. Vous pouvez bien sûr, et ça je le conseille à chaque fois, utiliser la méthode KonMari. Donc c'est la méthode de Marie Kondo. Donc Marie Kondo, c'est une japonaise qui a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement, mais qui a aussi animé une série sur Netflix pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Tidying Up. Donc elle vient chez les gens et elle vide les armoires trop remplies, les placards trop pleins. Alors ça peut être utile bien sûr pour chez vous si vous avez aussi, pas mal de choses, qui sont, voilà en grande quantité et que vous voulez faire un peu de tri. Mais ça peut être aussi intéressant dans le cadre du vidage de cette maison. Son livre, il est très positif, il donne vraiment la pêche et après on a vraiment envie de se lancer. Donc ça peut être un bon, moyen pour se lancer dans ce projet, de tri. Donc le livre de Marie Kondo s'appelle La magie du rangement et vous pouvez le trouver d'occasion, hein, c'est aux éditions Pocket. Il est très facilement trouvable. Ensuite, on va évidemment trier. Alors ça, c'est la méthode de Marie Kondo que je vais vous présenter rapidement, hein, que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Elle rassemble les objets par type. Si jamais vous avez dans le logement, et en général c'est le cas, un logement qui est rempli avec pas mal de choses, vous allez pouvoir rassembler les éléments par type. Donc par exemple, si il y a les vêtements. Les vêtements, c'est souvent assez délicat. Moi, je vous conseille de rassembler les vêtements tous au même endroit, de les classer, de faire ce qu'elle appelle le test de l'étincelle de joie. Donc, vous prenez ce vêtement et vous allez voir si il vous apporte de la joie, si vous avez envie de le garder pour chez vous. Ça, c'est vraiment très important parce que l'objectif, c'est que vous gardiez des choses de ce proche qui vous rappellent des bons moments, des bons souvenirs et qui sont importants pour vous. Donc, on ne garde pas des choses qui ne sont pas de bons souvenirs. Donc, cette test d'étincelle de joie, elle est vraiment importante. Et puis ensuite, on va faire nos tas, hein, ce qu'on garde, ce qu'on donne, ce qu'on vend et ce qu'on jette. Une petite phrase, à méditer de Monique de Gramont: «Les vrais souvenirs, c'est dans la tête que ça se range». Alors, les vrais souvenirs que vous avez avec votre proche, c'est vrai que ça va être vraiment dans la tête, hein. C'est plein de choses que vous allez avoir ensemble, que vous allez pouvoir vous remémorer, qui vont, vous faire sourire, être parfois évidemment, difficiles. Mais, c'est vraiment ça le plus important. D'avoir dans son armoire quelque chose appartenant à la personne, c'est bien, pourquoi pas, hein, mais ça remplacera jamais, évidemment, les souvenirs que vous avez avec la personne. Donc ça, ne l'oubliez pas, quand vous vous lancez dans ce tri. Donc pour revendre, ses affaires, donc ça va être une 1re, étape. Heu, Dans l'idéal, on va essayer de revendre, ce qu'on peut. Ça va vous permettre parfois de pouvoir, réussir à financer une partie des prestataires que vous allez devoir engager. Donc ça vraiment, c'est un conseil, on essaye au maximum de revendre. Il y a le commissaire-priseur, on en parlait tout à l'heure. Donc le commissaire-priseur, il a un avantage, c'est qu'il va vraiment avoir le même objectif que vous. Son objectif, c'est revendre le plus cher possible les meubles, les objets, les bibelots que vous avez dans le logement. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant, moi je trouve, que par exemple avec un antiquaire, on ne sait jamais combien va être vendu l'objet derrière. On sait combien, on le vend, mais on ne sait pas combien il est revendu derrière. Attention quand même, il y a des frais, donc il y a 10 à peu près de frais de vente, et il faut payer le transport jusqu'au commissaire-priseur. Donc si c'est, des petites choses, vous pouvez l'amener vous-même. Si par exemple c'est un gros meuble, là, souvent le commissaire-priseur va vous faire un petit calcul en vous disant: «Bon, bah, attention, dans votre situation, peut-être que le coût du transport est plus cher que, le coût du meuble, donc ça ne sera pas intéressant». L'avantage qu'on a là-dedans, c'est que, parfois, on a des bonnes surprises, hein. Je vous parlais tout à l'heure de cette situation où on avait vendu, le tableau à 2 000 €. Ça arrive, hein, c'est pas tous les jours non plus. Le commissaire-priseur, par contre, va sélectionner ce qu'il prend
Donc, vous pouvez, pour ceux qui sont en région parisienne, vous avez à Drouot la possibilité d'aller avec des photos ou avec votre objet, présenter l'objet pour qu'il puisse être évalué par un commissaire-priseur. Et puis, vous avez dans toutes les communes ou en tout cas dans tous les bassins de communes des commissaires-priseurs, des salles des ventes où vous pouvez envoyer des photos ou alors vous pouvez faire venir le commissaire-priseur pour évaluer ce qui peut les intéresser dans le logement. Donc, c'est encore plus facile quand vous avez déjà fait votre tri et que si vous avez un espace ou une salle dans lequel il y a tout ce que vous voulez vendre, pour le commissaire-priseur, ça sera beaucoup plus simple. L'antiquaire, donc l'intérêt, alors je vous ai mis un petit exemple là, mais c'est que vous allez être payé comptant. Le commissaire-priseur, on a parfois des délais importants hein, de paiement parce que la vente, elle va peut-être se faire dans 1 mois, 2 mois. Donc en attendant, bah, vous n'avez pas les sous. Alors que l'antiquaire, il va tout de suite, même parfois il se déplace, il va vous dire je vous prends ça, 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 et je vous en vends, je vous l'achète pour tant. Et vous avez vos sous tout de suite et il repart avec les affaires. Le problème, c'est que vous ne savez pas combien ça va être revendu derrière. Donc, ça peut être un peu dangereux, notamment s'il y a des choses de grande valeur. L'antiquaire, évidemment, a l'objectif de le racheter le moins cher possible, hein. C'est bien sûr logique. Vous avez des objectifs qui sont un petit peu contraires. Donc, attention quand même à... Bon, voilà, vous pouvez faire travailler notamment le bouche à oreille dans ces situations. On a également les dépôts-ventes. Les dépôts-ventes, alors, qui existent de moins en moins, il y en a encore quelques-uns. C'est de plus en plus compliqué parce que bien sûr, et on va le voir, internet a quand même pris, le relais. Il y a des frais qui sont quand même très importants, hein, on est entre 40 et 50 du prix de vente. Par contre, ils vont vous racheter des choses qui ont une moins grande valeur. Donc là, l'intérêt, c'est que souvent, vous allez pouvoir revendre un petit peu tout ce que vous avez dans le logement, hein. On peut se retrouver à vider le logement dans le dépôt-vente. Par contre, il y a des frais de transport jusqu'au dépôt, donc ça, il faut le savoir. L'intérêt, c'est que vous connaissez le prix de vente comme avec un commissaire-priseur de vos objets, donc ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on va avoir les sites internet. Alors là, les sites internet, c'est vraiment alors je vous ai mis, l'exemple du Bon Coin, mais bien sûr, il y en a d'autres, hein. On a le Bon Coin. Pour les vêtements, il y en a un qui s'appelle Vinted, qui est assez connu. Vous avez aussi eBay qui marche sur un principe d'enchère. Il y a plein de sites même spécialisés pour chaque type, d'éléments, et c'est vrai que, ces sites, l'intérêt, c'est que souvent, ils sont gratuits. Ils vous permettent d'être en contact avec plein de gens sur la France entière, voire même dans le monde entier. Donc ça veut dire que, la petite commode que vous allez revendre, potentiellement, elle pourra partir dans la France entière. Par contre, attention aux arnaques, hein. Il y a malheureusement beaucoup d'arnaques sur ce type de site. L'arnaque principale, c'est qu'on vous dit, «Ah bah, je suis très intéressé par, votre, vêtement, par contre, je suis à l'étranger, je vous envoie un virement». Ils vous envoient un virement, ah, ils se sont trompés, ils ont mis 50 € de trop. Donc vous voyez effectivement, ils vous font la copie d'écran du virement et ils vous disent: «Bah, renvoyez-moi les 50 € et l'objet, de différence». Vous renvoyez l'objet, les 50 € et puis en fait, ils font opposition au virement. Ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Donc on fait vraiment attention. Dans l'idéal, on passe par des sites où la transaction se fait directement par le site. Donc c'est, je crois, Le Bon Coin commence à le faire. Vinted le fait aussi, donc il y a beaucoup de sites qui le font. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transaction financière entre vous et l'acheteur. Et puis sinon, on le fait, dans la mesure du possible, on essaie de rencontrer la personne dans un lieu public et pas chez soi. Donc on fait vraiment attention avec ça, hein. C'est internet, c'est vraiment ça. Le pire comme le meilleur se côtoient, donc attention à vous. Une fois qu'on a revendu un certain nombre de choses, bah, on va pouvoir essayer de donner certaines choses, hein. Donc là, ça va être aussi une autre étape. Les choses qui, alors peut-être n'ont pas réussi à être vendues aussi, hein, il y a des associations qui vont pouvoir les récupérer. Les associations locales, donc, c'est quand même l'idéal. Moi, je vous conseille de prendre contact avec votre mairie, par exemple, enfin la mairie du lieu, dans lequel, vous videz, le logement, pour savoir quelles sont les associations qui sont implantées localement et qui sont intéressées par des objets ou des meubles. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir venir chercher beaucoup plus facilement, les affaires. Donc bien sûr, alors on a ceux qu'on connaît,
majoritairement, hein, Emmaüs, la Croix-Rouge, on a le Secours catholique, Secours populaire. Il y a aussi les ressourceries qui se développent un petit peu partout en France et qui sont intéressées parfois même par des choses qui sont cassées, en mauvais état, parce qu'ils retapent, ils font des travaux manuels. Donc, il ne faut pas hésiter les ressourceries à les contacter. Et puis pour les vêtements, vous avez les boîtes relais. Alors, il faut savoir, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu les boîtes relais être ouvertes, fracturées. Je sais que c'est pas très agréable parce qu'on se dit, mince, je voulais que ça allait à cette association et ce n'est pas le cas. Ils ont changé leurs boîtes relais et les conteneurs relais et a priori, maintenant, elles sont presque inforçables. Donc, les choses changent, ça avance. Pour les livres, vous avez une association qui est très très bien, je vais vous le mettre dans la barre de conversation, qui s'appelle Recycle Livre et qui peut venir récupérer les livres. Je sais que souvent dans les logements, on a beaucoup, beaucoup de livres et ça, c'est très compliqué à gérer aussi. Et dans l'idéal, eh ben, de le donner à cette association, vous évitez de jeter ces livres. Alors, il y a certaines choses qui ne prennent pas, hein, notamment tout ce qui est dictionnaire, encyclopédie, livres de voyage, les choses qui en fait ont une date de péremption, je dirais. Dans ces cas-là, effectivement, ça ne les intéresse pas. Mais toutes ces associations locales vont être vraiment très intéressées par ce que vous leur proposez. Évidemment, chacune a ses spécificités. Certaines vont vous dire, bah, nous, on prend les vêtements, mais on ne prend pas d'autres éléments. Et puis, cet aspect de venir chercher ou pas, il y a aussi beaucoup d'associations qui, aujourd'hui, viennent de moins en moins chercher parce que on a eu tendance un petit peu à leur donner des choses qui étaient plutôt du débarras et de la déchetterie que des choses à donner. Donc, quand vous donnez des choses, dites-vous bien qu'il faut que ça puisse servir à quelqu'un, sauf cas particulier des ressourceries où parfois ils peuvent réparer notamment les électroménagers, mais sinon, il faut que ça soit en état de marche, ça c'est vraiment important. Donc, on les teste, on leur passe un petit brin de nettoyage et on le donne à l'association. Sur internet, il y a des structures qui permettent de donner des affaires aussi. Alors moi, ce que j'ai trouvé, il y a donon.org et Give. Pascal, je ne sais pas si toi, tu as des sites que tu as déjà essayés. Je crois que donon.org, il me semble que tu m'en avais parlé Alors ou non, non, c'est Give, peut-être. moi, que j'utilise beaucoup. Ah, c'est Give. D'accord. Ouais, Bon, bah, c'est le contraire. OK, il est bien, c'est ça? Il est très ouais, pratique ouais, pour. très très bien. Puis en fait, il y a une communauté qui se grandit de plus en plus. Et le principe, c'est que les gens qui vont sur Give pour récupérer du matériel doivent obligatoirement donner, parce qu'il y a une espèce de monnaie d'échange. D'accord. Tu dois avoir donné quelque chose pour pouvoir récupérer quelque chose. Ah, super. C'est une sorte de troc, en fait, hein. C'est ça. Alors Ah, ouais. c'est pas forcément, Oui. tu donnes pas la même personne, mais ça évite les gens qui viennent et qui récupèrent pour éventuellement revendre derrière. Il faut qu'ils aient obligatoirement donné quelque chose. Super. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment très positif en plus comme fonctionnement, quoi. Ok, top. Bah, merci Pascal. Donc Give, moi c'est vrai que je connaissais pas, mais je pense que c'est toi qui m'en as parlé en fait. Give, donc site très intéressant. C'est une autre façon. Alors il y a aussi pour ceux qui sont dans des groupes Facebook, sur Internet, la possibilité de donner des choses hein, dans son entourage. Ça, faut pas hésiter. Mais c'est vrai que le don est, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui est aussi très agréable parce qu'on va pouvoir transmettre, donner à d'autres personnes. C'est bah, finalement, ces éléments qui nous, ne nous servent pas parce qu'on a notre logement qui est déjà bien fourni et qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Ensuite, jeter, alors c'est peut-être la partie la plus difficile, c'est quand il faut, jeter certaines choses qui n'ont plus malheureusement, d'utilité. Il va y avoir alors aussi bien des choses alors en mauvais état, cassées, ça c'est des choses qu'on retrouve souvent, hein, qu'on a gardées, bah, je sais pas, les anciens moi je vois beaucoup de personnes qui, mon papa fait ça, c'est un spécialiste de ça. Il a une machine à laver et puis il a une deuxième machine à laver, mais cassée pour pièces. Et puis, ah bah, il en retrouve une. Il a la troisième machine à laver pour pièces aussi. Et puis, on se retrouve après, une fois qu'elles sont toutes cassées, bah, à les garder parce qu'on ne sait jamais si une pièce pouvait être utile ou l'autre. Donc, cet aspect-là, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça peut être dur aussi de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ça? Et un peu décourageant. Donc, on ne se décourage pas, il y a des solutions, vous allez le voir, pour jeter ces objets.
Donc, les encombrants, alors là, on n'est pas tous égaux sur les encombrants. Dans l'Allier, Pascal, toi, par exemple, c'est tous les mois, c'est ça ou c'est... Non. Non, c'est vraiment très très ponctuel. Ouais. C'est très très peu souvent parce qu'en fait, on a beaucoup de déchetteries, de recycleries. Ouais. Et les recycleries viennent éventuellement chercher contre monnaie, mais Ouais. c'est vraiment très très peu cher. Mm. Et après, il peut y avoir, je crois qu'on peut appeler certaines, alors ça dépend des communes, on peut appeler la mairie Ouais. qui organise des collectes. Ouais, d'accord. Très bien. Oui, donc ça serait peut-être plutôt soit à la demande, soit peut-être une fois tous les 6 mois ou une fois par an, Ouais, ça change un retour. régulièrement en fait. D'accord. OK. Donc c'est vrai que cet aspect encombrant, moi par exemple chez mes grands-parents, c'est en Picardie, dans un petit village. Vous avez la possibilité de louer, c'est un tracteur avec une espèce de, ouais, un truc en bois, une espèce de caisse en bois qui est tractée par le tracteur. Et dedans, vous pouvez mettre tous les encombrants que vous voulez. Et ce tracteur-là, c'est 15 euros. Donc vous payez 15 euros. Donc vous voyez, ça coûte vraiment presque rien. Donc nous, à chaque fois qu'on a besoin de faire du tri chez mes grands-parents, qu'il y a le garage qui est trop rempli et tout ça, on utilise cette solution-là. Chez moi, ici, ça va être tous les mois. Et bah, on peut le mettre tous les mois, mais c'est pas à la demande. Sur Paris, on peut faire une demande même en ligne et il passe tous les jours si on veut. Donc c'est vrai que ça, il faut se renseigner auprès de la mairie de l'endroit où vous êtes. L'intérêt, c'est que ça va être devant le logement. Alors, le problème, c'est que devant le logement, il faut quand même sortir les choses. Donc, si vous êtes tout seul et que vous avez à sortir des frigos devant la porte, ça peut être compliqué. Donc, là, ça peut être un frein aussi. Si vous êtes même en étage sans ascenseur, c'est compliqué. Le volume est aussi normalement est aussi limité. Donc, on est limité à quelques mètres cubes. Un mètre cube, ça fait pas grand-chose quand on a une maison à vider. Et certains éléments vont être refusés. Alors, j'ai mis l'exemple des pneus, des pots de peinture. Il y a pas mal de choses qui sont un peu spécifiques, qui sont refusées aux encombrants, qu'on ne peut pas mettre aux encombrants. On verra, on peut les mettre ailleurs. Mais attention avec ça. Et puis, bah, vous imaginez, moi, une fois par mois, si je devais attendre pour vider une maison, tous les mois les encombrants, on ne s'en sortirait pas. Au niveau des débarrasseurs, ça, on en parlait tout à l'heure. L'intérêt d'un débarrasseur, c'est que vous n'avez rien à faire. La personne vient avec son camion, elle remplit le camion avec vos encombrants et puis elle va le mettre à la déchetterie. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Par contre, bien sûr, ça a un coût. Il faut savoir qu'on est entre 50 et 100 euros du mètre cube. Ça va très vite, hein. Un appartement d'une quarantaine de mètres carrés, on est sur une vingtaine de mètres cubes. Donc, si on est à 50 euros du mètre cube, on est à peu près à 1000 euros. Donc, ça peut aller très vite sur des grandes maisons. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander un devis parce qu'il y a ce coût qui, en plus, varie un peu du simple au double selon la personne, la situation. Il faut vraiment aussi essayer de s'assurer au maximum que tout va aller en déchetterie. Il y a trop de situations où la personne vous dit oui, oui, bien sûr, je le mets en déchetterie. Et puis finalement, il va le mettre sur le bord de la route. Et si par malheur, il y a votre nom dessus, et ben là, c'est déchetterie sauvage et les amendes, elles sont très, très salées. Donc, attention à ça avec les débarrasseurs. J'ai une petite anecdote justement avec des Ah, débarrasseurs la semaine dernière. J'étais à la ah, déchetterie pour jeter des tontes, de l'espace vert. Et il y avait un camion derrière à côté qui vidait dans les containers destinés au mobilier, plein de meubles. Et il y avait une dame abasourdie qui dit, mais il faut pas acheter ça, mais ça, je le récupérerai. Elle se retourne vers les gens en disant, il y a un guéridon tout neuf, il y a ceci, il y a cela. Et je leur dis aux gars, mais vous, pourquoi vous n'avez pas posé à la recyclerie, qui est juste avant, parce qu'en fait, on a une ah recyclerie, oui, on dépose et après, dans la continuité, on va à la déchetterie. Et le gars, il me regarde, il me dit, mais il faut que je trie avant parce qu'eux, ils prennent pas tout, et j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Sauf que, à mon avis, comme c'est un professionnel, il est censé payer, bien sûr. mais là, il devait rien payer puisqu'il jetait tout ce qu'il avait dans son camion. S'il avait Hmm, fait le tri avant, il aurait moins jeté. bien Et sûr. donc voilà, ça se trouve, il a fait payer le coût de la déchetterie à son client.
Et puis voilà, et lui, il n'a rien payé. Oui, oui, c'est ça. Alors qu'en plus, derrière, il y aurait pu y avoir des choses qui soient réutilisées et qui Tout à puissent fait, être ouais. mises très facilement. Bon, bah, merci Pascal pour cette anecdote, mais qui représente bien malheureusement un petit peu le secteur où c'est un peu au plus vite, au plus rapide et pas forcément la partie écologie n'est pas forcément prise en compte. Donc après, il y a la déchetterie. Donc vous pouvez évidemment tout à fait aller en déchetterie vous-même. En général, on peut vraiment tout déposer, hein, tous les types d'éléments. Et il y a parfois même un espace don comme disait Pascal, donc soit moi je sais qu'il y a un conteneur dans ma déchetterie où on peut déposer les choses qui sont en bon état à donner. Et puis certaines fois, vous avez la recyclerie à côté, donc là c'est idéal. Donc on essaye de faire un petit crochet par l'espace don en premier, et puis après on finit par la déchetterie. Il faut souvent s'enregistrer, présenter un justificatif de domicile. Moi, chez moi, c'est un justificatif de domicile qu'il faut juste présenter. Certaines fois, il faut avoir une carte. Voilà, donc ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ça dépend un petit peu des situations. Et puis le volume, attention, est quand même limité aussi. Ça dépend des déchetteries. Ça peut être au poids, ça peut être selon le type aussi d'éléments que vous amenez. Donc, à bien se renseigner avant pour être sûr de ne pas être bloqué en arrivant. Et là, ça dépend vraiment de l'endroit. Une fois qu'on a dit tous ces éléments qui sont voilà, plus du pratico-pratique, il faut quand même savoir que ce projet-là, c'est quelque chose qui est jamais évident. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Le fait de participer à des réunions comme aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir des infos, de se poser sur son projet, de prendre du recul. Mais parfois, un ami, une personne de la famille, mais qui peut être un petit peu plus éloignée, ou même un professionnel, hein, vous avez des home organizers, donc des personnes qui sont spécialisées là-dedans, peuvent vous aider à prendre du recul sur la situation et vraiment à vous lancer dans le projet. Moi, j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à vider et qui étaient bloqués sur ce projet, hein. Et on imagine l'aspect financier, hein, parce qu'il faut payer un loyer, on ne peut pas revendre la maison, donc ça peut tout bloquer. Donc on n'hésite pas à se faire aider, à prendre du temps pour soi et à vraiment le faire en groupe. Souvent, la personne va avoir une vision différente que nous des objets, des éléments et de la situation. Alors, au niveau des sources et références que j'ai utilisées, donc il y a pas mal de sites internet, de blogs aussi qui parlent du tri des affaires et du logement d'une personne décédée. Le site que je vous conseille majoritairement, c'est effectivement notaire.fr qui parle de l'inventaire, notamment la succession. J'ai aussi pap.fr sur les obligations de la famille au moment du décès du locataire. Et puis, plein d'autres petits sites qui sont très intéressants sur vider le logement après un décès et qui peuvent vous permettre d'avoir pas mal d'informations. Donc, comme toujours, je vous invite à répondre au questionnaire satisfaction. Je vais vous le mettre dans la petite barre de conversation. Et puis, si tu veux, Pascal, je te laisse peut-être reprendre la main. Et je vous remercie à tous. Et puis, de toute façon, on va permettre un petit temps d'échange, je crois, hein, Pascal, hein, pour ceux qui le souhaitent. Absolument. Donc, merci de répondre à ce questionnaire de satisfaction en cliquant sur le bouton « Cliquez ici ». Ce questionnaire de satisfaction nous permet de faire un retour à la conférence des financeurs donc qui finance ces conférences. Vous avez également un petit onglet pour préciser les thématiques qui pourraient vous intéresser lors de prochaines conférences. Donc, c'est vraiment important pour nous. Vous avez aussi le nouveau projet de Gwendoline, son livre audio avec Isabelle Palassin, Ça déménage chez les seniors, que vous pouvez télécharger sur movadhomme.com/livre. Et on se retrouve donc vendredi 17 septembre à 10h30 pour une nouvelle visioconférence. Acheter un bien immobilier. Vous pouvez vous inscrire et partager le lien auprès de vos amis ou d'autres familles sur le site movadhomme.eventbrite.com. On va remercier une nouvelle fois le département de l'Essonne et la CNSA. Vous pouvez donc aussi poser vos questions ou demander toutes sortes d'informations à l'adresse mail contact@movadhomme.com.
Je vous dis à très vite et bonne fin de journée. On se retrouve dans quelques instants pour répondre à vos questions.